Hello! Ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et j'ai stoppé mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Donc chaque lundi jusqu'au 1er mars, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur qui change le monde à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage les coulisses de cette personnalité, donc son parcours, ses leviers d'action et son harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Pierre, bienvenue dans Échappée verte. Bonjour Marc, avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Ça va très bien, merci. Nickel, avec plaisir. Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter de la manière que tu souhaites, en revenant aussi pourquoi pas sur ton parcours. Ok. Vas-y, je te laisse la parole. Donc je m'appelle Pierre Géroliria, je suis toulousain de naissance, mais j'ai beaucoup… de souche. J'ai eu la chance de souche, non pas vraiment, parce que je suis petit-fils de réfugiés espagnols et on y reviendra parce que ça joue un jeu dans mon envie d'entreprendre dans le zéro déchet. Et de l'autre côté, ma grand-mère était tarn-et-garonnaise, donc pas très loin, et mon grand-père parisien. Donc je suis de sang mêlé. mais par contre, je suis né à Toulouse et j'ai eu la chance d'avoir des parents expatriés. Donc j'ai passé pas mal de temps de mon enfance en Angleterre et ensuite j'ai fait des études dans une école d'ingé où on a la chance de faire plein de stages à l'étranger, de partir en cursus scolaire à l'étranger. Donc voilà, j'ai toujours considéré tout ce comme mon bercail, mais j'aime bien penser que je suis un peu un Européen, un pan-européen, puisque franco-espagnol, et puis j'ai grandi en Angleterre, ça fait… Ok, du coup, t'es trilingue ou… Ouais. Wow. Donc voilà, et sinon après, j'ai fait j'ai eu un bac S, j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan à Toulouse, qui est ingénieur agricole. Et j'ai été diplômé en 2010, j'ai fait mes 2 premières années d'expérience pro à San Francisco, en Californie. Wow. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai été caviste pendant 6 mois, une expérience que j'ai adorée. Et ensuite, j'ai été démarché par un ancien client de San Francisco pour devenir responsable de zone export pour une boîte qui fait de l'équipement pour l'industrie agroalimentaire, ce que j'ai fait pendant 4 ans. C'était un job que j'ai beaucoup aimé aussi, où j'ai énormément appris. Et ensuite, j'ai quitté ce job-là pour monter le Drive tout nu avec Salomé, mon épouse. Et donc, depuis 2017, depuis le 13 octobre 2017 très exactement, je suis à 100% sur le Drive tout nu. Wow. C'est rigolo parce que le 13 octobre, c'est la Saint-Géraud. Et donc, je suis à 100% sur le Drive tout nu. On a ouvert le premier Drive tout nu fin 2018, après une phase de test, un crowdfunding, etc. Et on a du coup aujourd'hui presque 3 drives, puisque là j'arrive du chantier du 3e drive qui va ouvrir dans 2 semaines, autant dire que je suis un peu en speed. Wow. Donc fin février, là, début mars Le 10 mars on ouvre, 10 mars. Wow. Donc on ouvre le site web aux commandes le 6, donc en gros il faut que tout soit prêt le 6, le 5 au soir même. Wow. Voilà. Okay, trop bien. Et quand tu as dit que tu as fait caviste, tu étais… vendeur ou c'était donc c'est pas toi qui avais lancé une cave? Non, moi j'étais vendeur. En fait, j'étais rentré de San Francisco et Salomé du coup avec qui j'étais déjà habité à Nice. Ouais. Et donc moi je cherchais un taf pour vivre et donc pour la petite histoire, j'avais imprimé mon CV pour aller candidater au Palais d'été parce que j'ai une expertise peu commune en France sur le thé, puisque j'avais fait un stage de 4 mois dans le thé justement, et on avait démarché à l'époque le Palais d'été, on avait signé un contrat avec eux, donc je me suis dit cool, je vais vendre du thé au Palais d'été. Il s'avère que c'était super compliqué pour candidater au Palais d'été parce qu'il faut envoyer le CV via un intranet, etc. Donc ils ont refusé mon CV à la boutique, et en rentrant chez moi, je suis passé devant une cave, je me suis dit tiens, je suis fils de vigneron, j'ai fait aussi des stages dans le vin, je vais poser mon CV, sait-on jamais. Ouais, génial. Et le gars a dit, il a pris mon CV, il m'a posé 2-3 questions, et puis le soir il m'a appelé, vous commencez mercredi, et c'était parti. Ça s'est fait comme ça. Ok, trop bien. Et tu disais avec Salomé, du coup, vous êtes connus à quel moment? On s'est connus à San Francisco. Wow. En fait, je faisais du rugby avec son coloc, pour la petite histoire. Et on s'est rencontrés un jour où son coloc a organisé une visite à Stanford. Donc il allait visiter Stanford avec sa coloc Salomé. Et il m'a demandé si je voulais venir, et je me suis joint à la fête. C'est là que j'ai rencontré Salomé. Trop bien, d'accord. Et je voulais revenir sur potentiellement ton enfance et du coup l'attrait vers l'entrepreneuriat, et même tu as fait du scoutisme. Oui. Et donc revenir, qu'est-ce que ça t'a apporté, et quel est ton cheminement du coup perso sur passer de jeune scout à entrepreneur Ouais. Alors il y a 2 choses du coup. Il y a l'aspect entrepreneur et il y a l'aspect aussi économique et social, quoi. Enfin,
Moi, je suis entrepreneur dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, avec donc des entreprises à mission, donc soit environnementale, sociale ou les deux. Et donc le côté entrepreneur, c'est sûr que j'ai toujours eu cette fibre de l'entrepreneuriat, un peu dans… D'aventure. Ouais, d'aventure, c'est ça exactement. Du coup, on développe au scout, vivre l'aventure, tout le monde connaît la chanson. Et donc, moi j'avais envie de vivre l'aventure, clairement, de profiter de chaque instant. J'ai envie d'arriver à 80 ans en me disant putain, je me suis bien marré quoi. Et voilà quoi, on n'est pas là pour glander dans un taf qui nous plaît pas. Donc c'est vraiment ça moi qui me, d'une certaine manière, qui drive mon envie d'entreprendre. En fait, c'est juste, faut pas avoir peur de se lâcher, de prendre des risques. Je pense que ça drive ça. Et après entreprendre dans l'économie sociale et solidaire et en plus du coup dans le zéro déchet, je pense que c'est assez lié. Je pense que c'est aux valeurs aussi que mes parents m'ont enseigné, mes grands-parents aussi, et puis c'est lié aussi que ça a été aussi cultivé par le scoutisme, rendre le monde un peu meilleur, rendre un lieu un peu meilleur que quand on l'a trouvé, etc. Toutes ces lois de Baden-Powell et le zéro déchet parce qu'en fait j'ai une histoire un peu particulière avec le zéro déchet puisque mes grands-parents, donc mes grands-parents maternels réfugiés espagnols, étaient ouvriers agricoles, ils avaient très peu de moyens et donc ils réutilisaient toutes les ressources à leur portée, notamment les déchets d'emballage. En fait, c'était pas des déchets, notamment les emballages vides. D'accord. Et donc, par exemple, la barquette de jambon, on la jetait pas, on la nettoyait, puis on s'en servait pour faire une barquette de fromage ou pour faire un épouvantail dans le figuier. Mon grand-père, et ma grand-mère, ils récupéraient les petites étiquettes des agrumes et des pommes et tout ça, et ils les stockaient, ils s'en servaient pour faire du scotch. Ah non. J'ai plein d'exemples. Assez marrant d'ailleurs, par exemple, donc sur la table, cher auditeur, nous avons une pile de papier et autour il y a du papier qui entoure le papier. Et ben ça en fait il aurait découpé proprement et ça aurait fait encore du papier qui s'en serait servi comme brouillon. Ouais voilà, donc c'est source d'inspiration zéro déchet. C'est clair. Et en fait quand j'étais donc à Purpan, j'ai fait des stages. À la base moi j'ai fait Purpan parce que je voulais faire de l'humanitaire. Et donc, quand j'ai fait Purpan, donc j'ai fait des stages en pays en voie de développement. Et en fait, une des choses qui m'ont les plus marqué dans ces stages-là, il y a plein de choses qui marquent quand on sort complètement de sa zone de confort comme ça. Mais, parce que tu es parti à l'étranger, j'imagine. Oui, à l'étranger, Mali, Kenya, Madagascar, Népal. Je dois en zapper, mais bref, en gros, dans l'idée, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, une des choses qui m'ont le plus marqué, c'est les déchets qu'on voyait s'accumuler dans la rue. Parce que le système de collecte est moins bien organisé qu'ici en France et en Occident en général. Et donc, on voit très visuellement les déchets qui sont produits par la société. Ce qu'on ne voit pas en France, en fait, puisqu'on met tout dans des containers qui sont envoyés dans un camion ben qui, lui, va à la déchetterie. Donc, tout se passe sans qu'on voit vraiment visuellement quelle est la quantité de déchets qu'on produit. Alors que pourtant, il y en a autant. C'est ça. Un Français produit en moyenne 590 kg de déchets par an. Et la moitié de ces déchets, et c'est ça que je trouve le plus marquant, ce sont les déchets d'emballage. La moitié du volume des déchets qu'on produit par an, c'est les déchets d'emballage. Et donc, je me suis dit, tiens, si dans ces pays-là, on voit développement où finalement, ils consomment un peu comme mes grands-parents, c'est-à-dire qu'ils consomment moins qu'un Français moyen et ils réutilisent plus qu'un Français moyen. Et pourtant, ils produisent autant de déchets. Il y a sans doute un truc à faire parce que nous, on ne se rend pas compte de la quantité de déchets qu'on fait. Et après, en discutant à gauche, à droite, tout le monde sait qu'il y a un problème de déchets, qu'il y a un problème de… Mais personne ne sait vraiment comment aller faire ses courses en zéro déchet et de façon responsable parce que c'est toujours… il y a des solutions, il y a l'épicerie du centre-ville à zéro déchet, il y a les directs à la ferme, il y a les AMAP, etc. Mais c'est jamais simple comme la grande distribution, donc on finit toujours tôt ou tard par retourner à la grande distrib parce que la grande distrib, il y en a partout, des supermarchés, les prix sont corrects, il y a tous les produits qu'il faut, etc. Et donc avec Salomé, on s'est dit si on veut avoir de l'impact sur la production de déchets, il faut qu'on ait qu'on propose en fait une solution pour consommer zéro déchet et 100% responsable de façon aussi simple que dans la grande distrib. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cette idée d'hybride en fait entre le drive de la grande distrib, la simplicité à son maximum au niveau de la consommation, mélangé avec une épicerie zéro déchet, de la MAP direct ferme. Et c'est comme ça qu'on a créé le Drive Tool. Ok, trop bien. Donc j'ai dérivé, mais voilà. Donc en gros, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, ça c'est sûr. Et j'ai toujours entrepris des projets, jamais pour en vivre, genre des projets, ne serait-ce que monter un camp compagnon. J'allais te dire, du coup, tu as fait chef aussi Ouais, j'ai été chef, compas, chef pendant 2 ans. Et monter un projet d'humanitaire à 18 ans où tu te finances tout seul, etc., c'est quand même un beau projet entrepreneuriat, je trouve. Et pareil, j'adore le ciné aussi, donc j'ai fait du cinéma amateur, mais que j'aimais pousser au max. Donc j'ai fait, je sais pas, une vingtaine de festivals, j'ai eu un prix au Festival du court-métrage de Lausanne. Enfin voilà, donc j'ai même poussé les trucs à leur max.
et vivre l'aventure, c'est ce que tu as dit. Et si en plus, et avec une utilité sociale, c'est là que je me suis dit, je veux vivre de ça, quoi. Mais trop bien. Ça résume plein de petites questions que j'avais, donc c'est trop cool. Parfait, super. Et sur la création du Drive to New, il me semble que vous êtes fait accompagner par Ticket for Change. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle aide vous a apporté Ticket Alors déjà, Ticket, l'aide principale ou initiale en tout cas, c'est le fait de nous avoir fait confiance. Avoir eu confiance dans notre projet de Drive to New. Parce que là, c'était au tout début que vous les avez contactés ou comment ça s'est passé Alors au tout début, pour la petite histoire très complète, en fait quand on est rentré de San Francisco, on a essayé de créer le Drive to New une première fois. Donc c'était en 2012, fin 2012. D'accord. Et donc là, on a débarqué avec nos grands sabots en se disant ambiance Silicon Valley, on va monter un drive zéro déchet, super facile. On va voir les banques, les incubateurs, ok, comment ça se passe, on s'installe où? Et en fait, ils nous ont dit un drive zéro déchet, vous êtes un peu perché. Et donc ça s'est pas très bien passé parce qu'en fait, on savait pas du tout comment s'y prendre, d'une part. D'autre part, on avait 0 sous de côté. Et donc il fallait trouver un job pour vivre, donc je suis devenu caviste à ce moment-là, mais voilà, en fait on a déjà essayé de le monter, ça s'appelait déjà Drive to New, pas le Drive to New mais Drive to New, et voilà, on a dû abandonner parce que on ne savait pas comment s'y prendre. En fait vous étiez vraiment chaud, mais en fait vous aviez brûlé un peu comme de la paille qui brûle, quoi. C'était très rapide. C'est ça exactement. Donc du coup j'ai été caviste, Salomé elle a travaillé elle a été directrice de maison de retraite. Ensuite, moi, je suis devenu responsable de zone export. Elle est devenue responsable animation de réseau pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on avait toujours, dès qu'il y avait un moment où on gambergeait au taf, on disait putain, on devrait monter le Drive to New et tout. Mais voilà, ça restait un rêve, quoi. Et donc, en 2014, je me souviens être allé en été 2014. J'attendais Salomé habitait à Nice et moi, j'habitais à Paris. Donc, on faisait les essuie-glaces tous les week-ends, l'un ou l'autre. Et donc, j'attendais Salomé qui devait arriver vers minuit à la gare de Lyon. Et donc, je me suis rendu à un événement, c'était la cérémonie de clôture du PE, du parcours entrepreneur de Ticket for Change 2014, le premier. Et j'y suis allé vraiment par hasard, j'avais vu sur Twitter qu'il y avait ça, et je me suis dit cool, allez. Et c'était génial. Je suis sorti de là avec une patate de l'espace et je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être avec eux, quoi. Ça me parle trop. Et voilà, donc c'est resté dans ma tête, j'en ai parlé à Salomé, elle m'a dit ok, bon. Et en 2017, début 2017, en février, ils avaient fait un appel. Ils font l'appel à projet en fait pour le parcours entrepreneur. Et là, c'était au CESE, je crois. Et donc, on y va. Et là, j'amène Salomé. Et génial, une énergie pareille comme en 2014 qui sortait de là. C'était génial. Et on s'est tous les deux dit, mais allez, cette année, on candidate. Donc, on a monté un beau dossier. Alors, du coup, là, c'est là que commence à jouer notre complémentarité parce que moi, j'aurais monté un dossier. Disons avec ma tête dans les étoiles, et Salomé elle l'a monté avec ses pieds bien sur terre, et du coup on a réussi à créer un truc qui était assez rêveur pour donner envie et assez concret pour montrer que c'était réel possible, et qu'il y avait quelque chose vraiment de réalisable derrière, quoi. Exactement, et donc on s'est juré quand on a candidaté que si on était pris, on quittait tous les deux nos jobs respectifs et on se lançait dans la grande aventure, puisque si Ticket for Change, qui est quand même un acteur, c'est The Actor quand même dans le SS, ici eux nous font confiance, c'est que faut tenter le truc. Voilà, c'est pas sûr qu'on réussisse, mais ça vaut le coup de prendre le risque. Et donc on a reçu la réponse positive, on était dans le train justement, on remontait à Paris. Et je me rappelle qu'on a fait beaucoup de bruit, on était très contents, donc le wagon a partagé notre joie avec nous. Et du coup est venu le temps où il fallait démissionner, donc ce qu'on a fait. Et voilà, donc ça, je pense que Ticket for Change, la première chose, c'est ça, c'est le fait de nous avoir fait confiance, a fait qu'on s'est lancé. Et après, deuxième chose, c'est tous les outils, en fait, le parcours entrepreneur, il nous accompagne, c'est une pédagogie, la pédagogie en U, la fameuse, et il nous accompagne de semaine après semaine, en fait, on a des devoirs, il faut qu'on avance dans notre étude de marché, dans la prototypage de notre solution. Au milieu du parcours entrepreneur, il y avait, parce que je crois que ça a évolué, mais il y avait le Tour de France en bus. C'était... Je pense que ces 10 jours, ils donnent assez d'énergie pour tenir 20 ans d'entrepreneuriat social et solidaire, parce que c'est une expérience hors norme. Donc ça, vous l'avez fait, le Tour de France ? Ouais. Trop bien. Et moi, j'ai eu l'impression de me retrouver quand j'étais jeune au scout, quoi. C'était génial, c'était ultime. Avec les copains, des gens qui sont dans la même émulation que toi, tu vois, ils veulent monter des projets à impact sociaux et environnementaux, ils croient dur comme fer que c'est possible, c'est des rêveurs et en même temps des gens qui ont la niaque, donc c'était génial. Trop cool. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, on est en contact, c'est vraiment sympa. Et voilà, donc voilà, c'est le fait de nous faire nous lancer, la boîte à outils et puis l'énergie et le réseau pour y aller. Trop cool. Et un truc qu'on n'avait pas soupçonné, c'est aussi une carte de visite d'avoir fait Ticket for Change. Parce qu'au tout départ, quand tu n'as rien et que tu vas démarcher des banques, des incubateurs, des machins, et tu dis voilà, j'ai une idée.
j'ai fait Ticket for Change, tout de suite, ouf, ça fait un peu… ça fait tilt. Ouais, ça fait c'est un peu tilt, comme un diplôme finalement, ou une reconnaissance. D'une certaine manière, ouais. Ça montre en fait que tu es sérieux dans ton cheminement. Et que tu as déjà fait, tu t'es fait accompagner quand même. C'est ça. De si tu manière n'as pas carrée, juste une lubie, tu t'es levé ce matin avec l'envie de kiffer et tu te dis, je vais monter un urinoir portatif. Complètement. Mais tu dis ça, notamment là, on est, pour les auditeurs, on est à la cité de start-up de Toulouse. Et j'imagine que ça vous a aidé pour intégrer ce lieu. La cité, c'est venu beaucoup plus tard. On a intégré cet été, donc on avait déjà fait beaucoup de cheminement. D'accord, oui, c'est clair. Mais par exemple, on a intégré au début, donc après Ticket for Change. Une fois le parcours entrepreneur fini, on s'est retrouvé un peu, je dirais… Lâché. Ouais, ça faisait bizarre en fait de se retrouver un peu tout seul, même s'il y a toujours le réseau, il y a Ticket for Life, etc. C'est pas pareil. Et donc on a intégré l'incubateur de la mixité dans les startups qui s'appelle Willa. Et ça, je pense que le fait d'avoir fait Ticket, ça nous a aidé aussi, quoi. Ouais, complètement. Et puis il y a d'autres. Après, on a intégré le village by CA aussi. Quand on dit qu'on a fait Ticket et Willa, du coup, bon là, ça additionne un peu les. C'est comme les écussons des scouts, tu vois. J'ai toutes les couleurs, j'ai mon camembert. Si vous en pensez. Je sais pas si dans ta génération c'était toujours ça, mais. Non, mais là même, ça a changé. Tu parles peut-être au Pio aussi où il y a des pierres. Oui, moi j'avais pas ça. Il y a le cairn. Nous on l'avait pas. Et après, il y a quand même aussi des écussons sur les chemises. Et je voulais. Trop bien, enfin, tout ce que tu as dit, c'est super intéressant. Et surtout sur Ticket, on ne se rend pas forcément compte de l'accompagnement que c'est, du réseau ou quoi que ce soit. Je voulais revenir sur la relation que tu as actuellement avec le Drive to Nu, avec les clients, les fournisseurs, même tes salariés. Mais on va peut-être commencer par les clients et les fournisseurs. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé au début avec les clients? Comment vous les avez trouvés? Tu me disais que vous aviez fait un peu une étude de marché. Comment ça s'est passé déjà? Ouais, alors au tout début, on a fait une étude de marché. En effet, on est allé se poster devant différents types de supermarchés, devant une Biocoop, devant un Carrefour Market, devant un Hyper Carrefour à la Beige. Et on avait un questionnaire ouvert et on allait, excusez-moi, vous auriez 25 minutes à nous accorder pour un questionnaire. Et donc les gens disaient non. Donc on a raccourci. Excusez-moi, vous avez 2 minutes. Et là, c'était beaucoup mieux. Même si ça durait 25 minutes in fine, parce que les gens sont bavards, mais leur dire 25 minutes au départ, ça ne marche pas. Et donc on a un peu étudié. C'est comme ça qu'on a étudié le marché. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte de choses assez intéressantes, comme par exemple que le local a plus d'impact que le bio, par exemple, dans la perception de certaines personnes. Quel type de course ils font en drive, c'est vraiment notre étude de marché, on l'a conduite comme ça et on le faisait en 2 phases. La première, c'était moi qui allais au contact des gens, j'enregistrais et je leur posais les questions, très ouvertes en fait, je les laissais parler. Et la deuxième phase, c'est je donnais l'enregistrement à Salomé qui l'écoutait et qui retenait différemment, parce que sans le langage corporel, on a des choses différentes. Complètement. Et ensuite, on confrontait tous les deux un point de vue et on en tirait les enseignements de chaque entretien comme ça. Donc on s'est vraiment consolidé un peu. Ça a vraiment consolidé ce qu'on voulait proposer, cette étude de marché qui date de juin 2017 et qui est toujours très vraie aujourd'hui en fait. Trop cool. Même si bien sûr que ça évolue doucement, au même titre que la société évolue. Mais... Donc ensuite, je te passe plein d'étapes, mais la deuxième grosse étape, ça a été de mettre en place une phase de test. Et donc la phase de test, ça a été de proposer un site web bêta. Avec un assortiment bêta aussi. Il y avait peut-être 100 produits, 75 bières. Donc, c'était pas du tout un assortiment équilibré, mais voilà, c'était très bon, cela dit. Et donc, on a proposé. Alors, c'est assez marrant parce que c'est aujourd'hui les 3 ans, tout pile, de la première commande sur le site drive2nu.com. Ouais. Donc, notre première cliente avait passé sa commande. On venait d'ouvrir le site web bêta. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, la phase de test, il y avait plusieurs choses derrière. Une part, c'était pour vérifier que notre concept touchait d'autres personnes que nous, parce que si on est les seuls clients de notre Drive to Nu, ça ne va pas le faire. Faire parler du projet, voir si ça a créé un peu d'émulation. Tester la manière dont on sourçait nos produits, parce que moi, j'ai des idées très strictes et très arrêtées sur comment je veux sourcer les produits, mais peut-être qu'en fait, c'est trop strict, ça ne plaît pas, etc. Et comment on arrive à balancer qualité avec prix correct. Et ça, c'est toujours l'équilibre. En fonction des besoins, on jongle avec ça, c'est vraiment un équilibre. En fonction des clients, finalement, ce qu'ils demandent aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que nous, on a vraiment vocation à démocratiser le zéro déchet et la consommation responsable, et donc à proposer des prix de supermarché avec des produits de qualité. On ne lésine jamais sur la qualité. Et donc, c'est toujours un équilibre parce que les producteurs, on veut aussi bien les payer. Il ne faut pas qu'ils soient laissés pour compte. Et voilà, donc c'est vraiment potentiellement une des choses les plus compliquées à faire au Drive to Nu. C'est ce qui nous pousse du coup à faire toujours plus de circuits courts, c'est-à-dire qu'on est le seul intermédiaire entre le client et le producteur, ce qui permet en fait d'éviter tous les intermédiaires qui vont rajouter leur marge. Donc on se partage nous la marge.
plutôt que ce soit divisé en 10. Ça, justement, j'ai envie qu'on en parle après de la relation avec les fournisseurs. Ouais. Donc, du coup, avec les clients, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, la dernière chose qu'on voulait tester avec la phase de test, c'était tester où est-ce que le Drive to New devait s'implanter. Parce qu'en fait, on est arrivé sur un concept qui n'existait pas. C'est une première mondiale, le Drive to New de Beauzelle. C'était le premier drive zéro déchet du monde. Et on ne savait pas où s'installer. Et donc, la phase de test s'est déroulée en 4 temps. Et chaque temps, en fait, correspondait à une configuration urbaine différente. C'est-à-dire que le premier temps, c'était à Belberot, en banlieue vraiment, le 3e couronne toulousaine, où on a testé le limite du rural avec le périurbain. La deuxième phase, c'était à Saint-Aubin, donc on est vraiment dans les faubourgs passants de Toulouse, donc plus centre-ville mais roulant. Troisième phase, c'était dans le parc technologique de Ramonville. Et donc là, on est vraiment dans du pur bureau, une zone assez isolée des habitations, etc. Et la dernière phase, c'était à Blagnac, dans la zone Andromède. Et donc là, c'est zone mixte bureau et habitation. Et tout ça, on mesurait. Moi, j'adore les tableaux Excel. Donc chaque semaine était finement étudiée. Donc c'est grâce à ça qu'on a déterminé qu'en fait, notre place, c'était vraiment dans le périurbain, dans des zones mixtes. Et donc, on s'est installé à Beauzelle et Ramonville, puisqu'on a gardé le point relais de Ramonville pendant 2 ans, quasiment, à la fin de la phase de test. Voilà, donc pour toucher les clients, on a fait appel beaucoup aux réseaux sociaux. On a fait un communiqué de presse qui a été bien relayé, donc ça a permis de toucher aussi du monde. Et puis, on organisait des petits événements physiques où on mettait en relation les producteurs avec les clients. On invitait les clients à venir nous aider à brainstormer le Drive to New avec nous. Donc, c'était rigolo. On avait fait un en particulier qui était génial au Lab Oikos de Toulouse. C'est un espace de coworking et où, en fait, on avait fait le match contre les déchets. Donc, on avait réparti, il y avait peut-être une 50aine de personnes qui étaient venues et on avait réparti tout le monde en 4 équipes. Il y avait le capitaine, un avant, chacun avait un rôle défini et à la fin, ça faisait un gros brainstorm sur comment gagner le match contre les déchets. Et du coup, à la fin du brainstorm, il y avait… génial, trop d'idées à en tirer. Et à la fin du brainstorm, il y avait 3 producteurs qui venaient faire déguster leur bière, leur pâté, leur pain. Et voilà, donc c'était cool. Donc ça, c'est comme ça qu'on a touché nos clients. Trop bien. Et par rapport aux fournisseurs, aux producteurs, j'ai vu même que vous avez lancé une chaîne YouTube, on va y revenir, ça m'intéresse beaucoup. Où je crois que tu vas à la rencontre de certains producteurs pour les mettre en valeur et concrètement montrer votre relation. Comment ça se passe et comment tu choisis, tu en as un petit peu parlé, mais comment tu choisis localement les producteurs Alors nous, on source nos producteurs selon 3 critères que je vais te citer par ordre d'importance. Le premier, c'est bien évidemment que le producteur joue le jeu du zéro déchet ou du vrac avec nous. Le second, c'est que on favorise le local au maximum et on s'engage à ce qu'au moins 60% des produits qu'on propose soient issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et le troisième critère, c'est la qualité intrinsèque des produits, donc bio ou assimilé. Assimilé bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de label. Mais moi, en tant qu'ingé agro, je me rends sur place et je vérifie que même s'ils n'ont pas fait la démarche d'avoir un label, ils pourraient tout aussi bien l'avoir. C'est juste qu'ils n'en ont pas besoin, pas envie, ils n'y croient pas. Plein de raisons de ne pas avoir un label bio. Ok, trop intéressant. Et donc, la manière dont je les ai démarchés, au tout début, je suis allé sur… je te donne mes petits tips, mais je n'ai pas inventé la poudre. Je suis allé sur Google Maps, j'ai tapé maraîcher, recherché dans la zone et puis j'ai appelé tout le monde. Et après, ceux qui me paraissaient bien… Déjà, au téléphone, tu arrives quand même bien à… Quand tu es du milieu, tu filtres quand même assez facilement. Et ensuite, ceux que j'avais identifiés, je suis allé les voir. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Mais on parle souvent des producteurs, des agriculteurs, mais il y a aussi des transformateurs, il y a aussi des crémiers, il y a plein de types de fournisseurs, producteurs, etc. Et donc, c'est un gros boulot de les sourcer, mais c'est un boulot hyper satisfaisant. Parce que quand tu mets un produit en ligne et que tu as les clients qui sont trop heureux de le commander, de le recommander, là, tu es content, tu trouves que tu as fait ton boulot. Et les fournisseurs, est-ce que tu penses que ça leur a apporté des choses aussi d'être en partenariat avec vous ? Oui, je pense. Au-delà de l'aspect financier, est-ce qu'il y a des améliorations dans leur vision de leur production ? Il y a plusieurs choses. Déjà, on a une sorte d'accompagnement en fait, de nos producteurs pour qu'ils passent s'ils ne font pas de vrac ou de zéro déchet, qui passent au zéro déchet en fait, progressivement. Donc, je peux te citer par exemple notre torréfactrice de café. C'est un bon exemple parce que le café, par exemple, ce n'est pas produit en Occitanie, mais il est sourcé de façon bio, équitable, etc. Elle le torréfie ici à Toulouse et ensuite elle nous le vend. Et donc, ce qui fait qu'il y a quand même une circularité locale de la monnaie, puisque nous, on paye cette dame qui est à Cornebarieux et qui, elle, du coup, réinvestit dans la zone. Quand elle achète des fruits à gauche, à droite, il y a cet aspect circularité de la monnaie qui est importante pour nous. Et donc, elle nous vendait son café dans des sacs au début de 1 kg qu'on répartissait nous qu'on a licoté, on dit, dans plusieurs bocaux.
Ensuite, on a demandé plus gros, donc 5 kilos. Et puis maintenant, elle nous livre carrément dans des seaux alimentaires qui sont nettoyés puis remplis. Donc, on est vraiment en zéro déchet avec elle. On a pas mal d'autres fournisseurs qui en sont arrivés là aussi. Donc, c'est hyper satisfaisant de rendre aussi du vrac zéro déchet, quoi. Donc, on a des producteurs qui nous livrent dans des gros bidons, dans des bacs, dans des seaux, etc. en zéro déchet. Il y a aussi, je pense que ce qui a évolué, c'est en fait, nous, on a grossi assez vite, même très vite, ce qui est chouette. Et donc, il y a des producteurs qui ont réussi à survivre grâce à nous. Il y a des producteurs qui ont embauché grâce à nous. Il y a des producteurs qui se sont lancés grâce à nous aussi. Donc, ça fait qu'il y a tout un impact indirect, en fait, qu'on ne connaît pas précisément, mais que les producteurs nous savent. Et donc, il y a quand même certains producteurs, je ne saurais pas le quantifier, mais avec qui on a vraiment une belle relation, quoi. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi l'aspect commercial pour eux, le fait d'être référencé au Drive tout nu. Nous, on est très transparent, le tout nu d'ailleurs, ça veut dire qu'on n'a rien à cacher, quoi. Et donc, on dit… Tu es quand même habillé aujourd'hui. Ouais, voilà, rassurez-vous, chers auditeurs, je suis vêtu. mais en effet, on dit sur le site web, tu peux aller voir, il y a marqué le producteur. Et donc, les gens qui voulaient se lancer, ils font quoi? Ils vont voir sur le Drive tout nu, puis ils appellent les producteurs. Ils savent que moi, je les ai filtrés. Je suis déjà allé les auditer. Ils correspondent à notre cahier des charges qui est en fait quasi aussi strict, qui est aussi strict qu'un cahier des charges bio. Et donc, c'est facile. Donc, ça leur fait aussi pas mal de débouchés en plus, ce qui est hyper positif. Ce que tu dis là aussi, c'est que au-delà d'être précurseur du Drive tout nu, il me semble que vous avez aussi cette volonté de créer un modèle le plus simple possible pour pouvoir le partager, le multiplier dans d'autres villes, pas forcément qu'à Toulouse, quoi. Ouais, tout à fait. Nous, on rêve d'avoir de l'impact sur la production de déchets en France. Et donc, pour faire ça, déjà, on essaie d'être hyper cohérent dans tout ce qu'on est… Tu vois, dans la manière dont on source, on met pas des produits pourris en zéro déchet, tu vois, on met des super produits. La manière aussi dont on a créé la société, on a un statut ESUS, je ne sais pas si tu connais. ESUS, c'est entreprise sociale d'utilité ou entreprise d'autorité sociétale, un truc dans ce style-là. En gros, c'est un label qui est de la loi, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014 et qui gère, en fait, qui certifie que dans nos statuts, on cadre les écarts salariaux entre le moins payé et le mieux payé. On cadre la rémunération du capital. On a notre mission environnementale ou sociale qui est inscrite au début du coup dans les statuts. Enfin voilà, c'est tout un lot de critères en fait qui sont un peu la preuve entre guillemets que tu es vraiment ESUS, que tu n'es pas juste en train de blablater. Voilà. On essaie d'être un peu un modèle, comme je disais, de créer vraiment un modèle de drive qui puisse être c'est ça, exactement. En France. C'est ça, exactement. Et après, comment vous faites d'un point de vue salarial ou pour embaucher? Est-ce que vous avez des critères aussi spécifiques pour les personnes? De recrutement, tu veux dire? Ouais. Non, franchement, on est très ouvert et d'ailleurs, on en parlait hier avec notre mentor du réseau Entreprendre. Quand on lui a dit les profils en fait qui sont chez nous, il était là, ouf, parce il était là, mais comment vous pouvez rationaliser ça? Mais nous, en fait, on n'a pas envie de le rationaliser. Parce que c'est hyper chouette d'avoir toute cette complémentarité de personnes qui ont des parcours différents, des études différentes, pas d'études, des études. Il y a vraiment de tout. Aujourd'hui, on est une vingtaine ou 21. Et il y a vraiment tout type de profil et personne n'a de plafond de verre en fait. Si les gens montrent qu'ils aiment avoir des responsabilités, qu'ils aiment leur taf, qu'ils ont de l'énergie et tout, les gens montent et puis voilà quoi. Par exemple, notre première salariée qui s'appelle Sarah, elle nous a rejoint en décembre 2018 et donc comme prépa commande. Et très rapidement, elle est devenue responsable du drive de Beauzelle. Et ensuite, maintenant, elle est elle est responsable opérationnelle des drives toulousains qui sont. Il y en a bientôt 3 du coup. Voilà, les gens qui ont envie de s'impliquer, de s'éclater au drive tout nu avec nous, ils sont les bienvenus. J'imagine, trop bien. Et je parlais un petit peu de la chaîne YouTube tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais partager un peu l'utilité? Parce que j'ai vaguement regardé, mais tu donnes aussi des tutos d'ingé, il me semble. Il y a la Minute Ingé en effet. C'est ça. Alors, il y a plein de choses sur la chaîne YouTube, mais principalement il y a des visites d'agriculteurs, de producteurs. En fait, on y va et c'est un peu un format un peu plus long où on va demander à tel producteur. En fait, c'est une forme de vulgarisation du métier d'agriculteur. On présente le métier de nos producteurs et pas forcément dans les détails trop techniques, parce que c'est à part si on est du milieu agri, on
on va rien pomper, mais au moins de montrer le bonheur et la joie que certains ont à faire ce métier-là, qui peut être pas mal bâché parfois dans les médias, parce qu'on entend beaucoup parler du suicide des agriculteurs, les pollueurs, les agriculteurs pollueurs, etc. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est vrai qu'on a tendance parfois, quand on ne connaît pas, à retenir le côté moins positif. Il y en a, c'est sûr, je ne dis pas. Mais on travaille nous avec des mecs qui sont des mecs et des nanas qui sont trop inspirants, quoi. C'est génial. Mais c'est aussi, j'imagine, pour créer de la transparence en tant que consommateur, qu'on se rende compte concrètement d'où ça vient et comment c'est. Ouais, il y a de ça, aussi, tout à fait. Mais après, ça, on le dit aux nos clients, en fait, ils nous posent des questions, donc on est ravis de leur expliquer, etc. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, il y a pour nos clients, mais il y a aussi au-delà, en fait, c'est pour avoir une chaîne où, en fait, il y a quelque chose de très simple où en 5 minutes, on voit le métier de Frédéric Sambinelli, par exemple, et de sa femme Stéphanie, qui sont nos producteurs en ce moment de salade, mais qui sont maraîchers et qui sont des amoureux de l'agriculture. Lui, il n'est pas du tout du milieu agricole, par exemple. Son père, il était chauffeur de bus et il s'est lancé donc, il y a quelques années. Il a une serre, il est en bio, il a des chevaux, un âne. Il est génial, ce gars. Il a une manière de sentir la biodiversité, parce que quand tu es en bio, tu es obligé de. En fait, tu es plus un chef d'orchestre de la biodiversité que quelqu'un qui va traiter, etc. Tu essaies de jouer avec les équilibres, en fait. Et c'est hyper chouette qu'il y ait un témoignage de quelqu'un. C'est un accompagnement de la nature plutôt que. Exactement, Et donc, tu es obligé d'avoir de la nature à l'état sauvage à côté, tu vois. Sinon, ta serre, elle est sèche, quoi, ou ton champ, il est sec. Donc, je trouve que c'est intéressant de le partager et d'essayer de vulgariser ça. C'est clair. Et après, la Minute Ingé, c'est un format plus court qui tient en 1 minute, parfois 1 minute 30, et où on explique un point très précis. Donc, ça peut être par exemple le lait, la stérilisation du lait ou la conservation du lait. Ça peut être les fruits et légumes d'été, ça peut être la saisonnalité du fromage. Et c'est vraiment très simple. Si on veut creuser le sujet, c'est pas forcément le bon format, mais ça donne déjà une idée des grandes lignes en fait, de choses qu'on ne sait pas forcément quand on ne vient pas du milieu agricole. Trop bien. Donc la Minute Ingé, c'est assez marrant. C'est toujours un bon moment de tourner ça. J'imagine. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans tes activités, dans ton aventure, et quels seraient les axes d'amélioration potentiels? Moi, ce qui me donne de l'énergie, je vais dire, ce qui me plaît le plus, c'est difficile parce que j'adore vraiment mon métier. J'ai cette chance-là d'avoir créé mon métier dans la ville que j'aime, dans le thème que j'aime. Vraiment, je me régale. Et donc, je pense que ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est l'aspect client. Je pense que quand je sers les clients, je suis vraiment à fond. Ça me fait super plaisir de voir des clients en pleine santé, qui se régalent avec les bons produits, qui sont contents de voir le drive évoluer, qui discutent aussi avec les autres prépa commandes. C'est vraiment super. Et le côté fournisseur aussi, bien sûr, du coup, de les voir nous proposer leurs super produits qui évoluent avec la saison. Il y a des fois, il y a des merveilles qui sont là. Quand tu es bien au moment de la saison, au cœur de la saisonnalité, des fois, tu as des choses extraordinaires. Ça peut paraître banal, mais genre un butternut peut être genre un super butternut si tu le prends au bon moment, quoi. Et l'avantage d'être en circuit court, c'est que forcément, les fruits et légumes, ils sont cueillis à maturité ou quasiment, tu vois, à parfaite maturité, parce qu'il faut quand même que ça tienne 1 semaine dans les frigos des gens. Et donc, ça fait qu'on a des produits qui non seulement sont excellents, mais en plus, nutritionnellement, ils sont gorgés de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Et en plus, si je rentre vraiment dans les détails, ils sont produits dans le coin. Et donc, il y a des études qui montrent que ton tube digestif et ta flore intestinale, en fait, est adapté au terroir dans lequel tu grandis. Et donc, si tu consommes du local, tu vas mieux l'absorber, mieux le digérer. C'est très vertueux, quoi. Donc voilà. Je suis particulièrement fier de tout ça. Le côté faire le lien entre des fournisseurs vertueux et des clients au top, ça me rend très heureux. Trop cool. Et après, bien évidemment, qu'il y a l'aventure humaine aussi. Déjà, monter ça avec Salomé, bien évidemment, c'est le rêve. Et puis je trouve qu'on est une super équipe au Drive To Nu. C'est parfait parce que c'est exactement le sujet que je voulais aborder parce que vous êtes en couple, on va le rappeler, et même vous avez récemment eu un enfant, Joseph. Est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa femme et la vie de famille, comment gérer en étant entrepreneur? Alors qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa femme? Déjà, ça se cadre. Parce que c'est. En fait, on parlait de Ticket for Change. Le premier week-end de Ticket for Change, le kick-off du parcours entrepreneur, on avait l'intervention de Arnaud Poissonnier, qui a monté Babylone, Timbuktu, etc. C'est un entrepreneur social assez reconnu.
Et donc, il a fait un témoignage sur sa vie d'entrepreneur social et solidaire. Et première chose qu'il dit, c'est « Ouais, vous allez voir, c'est génial l'entrepreneuriat, mais c'est aussi des sacrifices. 70% des entrepreneurs divorcent. Moi, par exemple, j'ai divorcé X fois, machin, je ne me rappelle plus exactement. Et nous, on s'est regardé avec Salomé, on allait se marier dans 3 semaines. C'est là, bon, on va faire quelque chose. Et donc, à la fin du témoignage d'Arnaud, on est allé le voir et puis on lui a demandé c'est quoi, avec le recul, c'est quoi ses bonnes pratiques et ses mauvaises pratiques. Donc, on notait très scolairement tout ça. Et ensuite, on a rencontré plein d'autres entrepreneurs qui avaient entrepris en couple. Yuka, par exemple, qui ont fait Ticket l'année avant nous. Et puis d'autres, le père et la belle-mère de Salomé aussi, qui ont monté qui sont antiquaires en couple. Et de tous ces entreprises, un peu comme toi tu fais aujourd'hui, on a tiré des enseignements, on en a fait une charte qui tient sur un format A4, mais alors on ne la suit pas forcément à la lettre tous les jours, mais dès qu'on sent que ça tire, qu'on commence à piocher un peu, on y revient et puis il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas suivi et donc on recentre un peu la manière dont on travaille. Ok, génial. Et c'est sûr qu'avec l'arrivée d'un bébé, cette charte, il faut la faire évoluer, etc. parce que c'est encore quelque chose de plus, qui est une immense joie d'ailleurs. Ça se cadre et ça se vit à fond et c'est vraiment génial. Parce qu'on a quand même la chance, la stat 70% des entrepreneurs divorcent, je ne suis pas sûr qu'elle s'applique aux entrepreneurs qui entreprennent ensemble. Parce que quand tu entreprends pas ensemble, tu en as un qui est dans une dynamique de fou, genre entrepreneuriat, pour peu que l'autre il s'ennuie un peu dans son taf, ça peut créer des déséquilibres. Alors que quand tu es à deux, à donf dans ton projet, tu vis l'aventure à deux, je trouve que ça soude encore plus. Alors bien sûr que on est assez différents avec Salomé, du coup très complémentaires. Donc, et c'est ça qui crée la richesse, je pense, de notre binôme. Mais alors bien sûr que ça se cadre, c'est beaucoup de discussions, mais je pense que c'est pour le mieux pour le projet. Et puis pour nous, on se connaît, on adore quoi. Non, mais c'est clair. Mais quand tu dis une charte, après l'idée c'est vraiment, j'imagine, c'est pas de structurer la relation non plus, mais c'est de peut-être la vivre d'une manière différente. Et comme tu disais, quand on sent qu'il y a des écarts, c'est potentiellement parce qu'il y a un des points qui a été pas très bien exactement. respecté, quoi. Je peux te citer des exemples. Dans la charte, par exemple, il y a essayer de ne pas travailler au même endroit plusieurs fois par semaine. Il y a le matin, on ne parle pas du drive avant 9h et on n'en parle plus après 19 ou 20h. Il y a chacun, hyper important, chacun son domaine de responsabilité. S'il y en avait une sur toutes les lignes de la charte qu'on respecte tout le temps, c'est ça. Chacun son domaine de responsabilité et chacun a le dernier mot sur ses domaines de responsabilité. Même ça, au final, ça va au-delà du couple. Quand on est en binôme entrepreneur ou même en trinôme, il faut de toute façon, je pense. C'est essentiel. Pour pas qu'il y ait celui qui est le plus grande gueule qui l'emporte alors qu'il est con. Ou qu'il ne maîtrise pas le sujet, tu vois. Ou qu'il y a un problème d'ego. Tu vois, c'est super important. Et ça. comment vous êtes partagé du coup là, les secteurs d'activité avec ça? Vu nos profils, ça a été assez évident. Moi, j'avais un vieux maître, entre guillemets, mon maître de stage, de mon stage de fin d'études, il me disait toujours, Pierre, dans une société, il faut 50% de savoir-faire, 50% de faire savoir. Et c'est essentiel en fait, parce que si tu as le savoir-faire, tu fais le meilleur produit qui soit, tu n'as pas de faire savoir, tu ne sais pas le vendre, tu vas en bouffer du bon produit, mais par contre, tu ne vas pas en vivre. Alors que si tu n'as que du faire savoir, tu vas parler, tu vas être grande gueule, mais par contre, si tu n'as rien derrière, ça va faire plouf. Complètement. Et donc, en fait, moi qui suis ingé agri, j'ai plutôt le savoir-faire. Donc le sourcing, en plus j'ai mes expériences pro, c'est plus dans le commerce, donc le business. Donc c'est tout ce qui est business et agri, produit, c'est moi. Et Salomé, elle a fait Sciences Po, qu'elle est très bonne communicante. Elle est très à l'aise à gérer des réseaux puisque c'est ce qu'elle faisait aussi dans son expérience pro. Donc tout ce qui est savoir-faire, c'est Salomé. Donc on s'est faire savoir, c'est Salomé. Donc on s'est réparti les tâches comme ça. Et après c'est plus poreux que ça en réalité, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Et à l'intérieur de ça, il y a des sous-parties et on se répartit aussi dans les sous-parties, chacun son domaine de responsabilité. Mais globalement c'est ça. En fait aujourd'hui, ça se traduit par moi, c'est sur l'opérationnel, les drives toulousains. Et Salomé, c'est sur le réseau et donc c'est le changement d'échelle, la franchisation, les partenaires, etc. Ouais, trop bien. Ok. Voilà. Donc là, moi, j'ai discuté avec le savoir-faire plutôt. Plutôt, ouais, c'est ça. Mais tu fais très bien faire savoir. Bon, merci, ça va alors. Est-ce que vous avez des vacances? Et si oui, comment vous les vivez? Alors, c'est dans la charte. Dans la charte, il y a le week-end, avoir obligation, et ça, pareil, on essaie de ne pas tergiverser avec, mais parfois, tu es obligé. Mais bon, après, on compense. Mais on s'oblige à avoir au moins un jour de week-end par semaine où tu coupes complet. Et de préférence 2.
Et ça fait quand même quelques temps qu'on arrive à avoir 2. Bon là, on a ouvert Balma il y a quelques mois et on va ouvrir Montaudran. Et il y a la première franchise qui va ouvrir bientôt. Donc la période est assez intense. Mais une fois que tout ça sera passé, on va prendre le temps aussi de laisser mûrir un peu tous ces drives qu'on aura ouverts et de reprendre 2 jours de week-end tranquille où on coupe vraiment. Et une autre obligation, c'est que chaque année, on s'oblige à partir 3 semaines en vacances où on coupe tout. Et 3 semaines, ça paraît rien, mais c'est hyper important parce que déjà, il faut genre 3, 4, 5 jours pour déconnecter, arriver à sortir le drive tout nu de sa tête et pas à chaque fois qu'on passe devant une boutique ou un producteur, dire « Oh, je prends le numéro » et tout ça. Après, la 2e semaine, tu vis le truc, tu es déconnecté, ça va. Et la 3e semaine, c'est là où tu remontes en énergie, quoi. Et tu arrives à la fin de la 3e semaine, tu n'as qu'une envie, c'est de redémarrer, de retourner au drive et de t'éclater. Donc, c'est super important. On ne l'a pas fait l'année dernière. Et c'est dommage parce que on trouve que c'est pas bien à long terme pour le drive en fait de faire ça. Donc cette année, on va s'obliger à prendre 3 semaines où on coupe vraiment tout. Et on peut vraiment couper tout parce qu'on a une équipe en béton armé. Et ça, c'est un plaisir de travailler avec toutes ces belles âmes qui font que le drive tourneront, quoi. Trop cool. Et tu disais qu'il y a une franchise qui va ouvrir, j'avais pas capté, mais du coup vous développez un modèle de franchise C'est ça. Okay. En fait, il y a au niveau de l'impact, pour avoir un impact plus grand que sur un seul magasin, il y a 2 manières d'avoir de l'impact. Il y a l'impact indirect, donc c'est tous les autres drives zéro déchet qui ont ouvert un peu partout en France, même à l'étranger d'ailleurs, et qui pour beaucoup se sont lancés parce qu'ils ont entendu parler du drive tout nu, ils se sont dit ça a l'air cool, j'ai envie de me lancer là-dedans, moi aussi j'y crois. Et s'ils l'ont fait, c'est que ça marche et donc on peut y aller. Et il y a l'impact un peu plus direct où en fait nous on va proposer notre savoir-faire aux porteurs de projets. Et donc, ils vont bénéficier de 2 années d'expérience pour faire tourner un drive zéro déchet. Et crois-moi, l'évolution qu'il y a eu en 2 ans, c'est énorme. Aujourd'hui, on fait 2 fois plus de ventes avec 2 fois moins de personnes qu'au début, quoi, pour te dire. Et ça tourne bien, on est à l'aise. Donc, c'est la logistique, l'informatique, c'est essentiel dans notre métier. Et donc ça, quand tu démarres, à moins d'avoir vraiment des fonds derrière, c'est difficile de l'avoir. Donc, ça permet à des porteurs de projets d'aller plus vite, de bénéficier aussi de la notoriété de la marque. Et donc voilà, mais ça se cadre aussi, c'est énormément de boulot parce que juridiquement, logistiquement, au niveau des process, c'est très strict. En tout cas, il faut que ça sorte de notre tête et que ce soit transposable. L'écrire, quoi. Ouais, exactement. Écrire les process, aider à sourcer aussi parce que 60% de produits locaux, des franchisés, mettons parisiens ou en Ile-de-France, il va falloir qu'ils retrouvent aussi ces 60% de producteurs locaux. Voilà, donc c'est beaucoup de taf, mais c'est un taf qu'on adore, donc encore une fois, on le fait avec grand plaisir, quoi. Ok. On arrive aux questions de fin. Est-ce que tu aurais un message ou un sujet que tu aimerais aborder pour les auditeurs ou quelque chose à faire passer à ceux qui nous écoutent ? Que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur le zéro déchet, la vie de couple. Je peux dire sur l'entrepreneuriat parce que je dirais que on peut souvent attendre le bon moment pour entreprendre et il n'y a pas vraiment de bon moment en fait. Comme avoir un enfant, on sera toujours plus prêt dans 1 an, dans machin, etc. En fait, si on réfléchit trop, on ne se lance jamais parce que c'est jamais parfait. Et donc, moi, j'ai tendance à dire allez-y et donnez-vous les moyens, bien sûr. Allez-y, n'y allez pas pour être les doigts dans le nez. Il ne faut pas rêver. Si ça réussit, c'est que c'est énormément de taf derrière. Mais si vous avez l'envie, la niaque et tout, faut y aller. Faut pas trop attendre, quoi, parce que sinon, on n'est jamais parfaitement prêt. Exactement. Ouais. Nous, on est très partisans de ça. C'est test and learn, quoi. Apprends en marchant, quoi. Et c'est ce qu'on fait en fait tous les jours au drive tout nu. Et bien sûr que ça se fait prudemment. En fait, on a l'habitude de dire qu'on avance par petits pas rapides. Comme ça, si on rate un petit pas, c'est toujours facile de se rattraper et de repartir. Donc je dirais ça, lancez-vous, avancez par petits pas rapides et surtout éclatez-vous. L'idée de tout ça, c'est de s'éclater. Il n'y a pas que dans l'entrepreneuriat qu'on s'éclate d'ailleurs. Il y a dans le salariat, il y a dans le bénévolat, il y a dans la contribution. Il y a plein de choses pour s'éclater, mais éclatez-vous dans la vie, c'est quand même important. Et d'ailleurs, par rapport au scoutisme, est-ce que c'est quelque chose que tu as lâché actuellement ? Est-ce que potentiellement Joseph va être scout ou... Je lui souhaite, mais je pense que oui, moi, clairement, je lui aiderai à franchir le premier pas pour aller louveteau ou scout quand il sera chaud pour démarrer, c'est clair. Puis même Salomé, elle n'a pas été scout, mais avec tout ce qu'elle a vu, puis tout ce qu'on lui a raconté, moi et puis mes copains, elle se dit j'aurais aimé être scout, quoi. mais je trouve que c'est quelque chose, en fait,
il y a souvent un a priori un peu biaisé sur le scoutisme quand on vient pas quand on n'a pas été scout ou qu'on n'a pas de la famille qui a été scout, on a toujours une idée, encore une fois, qui peut être perçue négative parce que souvent ce qu'on entend dans les médias, c'est quand il y a des scandales et tout ça. Et d'ailleurs, ça concerne souvent des mouvements scouts qui ne sont pas reconnus par le mouvement de la jeunesse et des sports, donc c'est même pas des vrais scouts. Mais oui, moi je trouve que les gens, quand je leur parle de ce que j'ai fait au scout et de ce que ça m'a permis de faire si jeune, tu vois, de la pédagogie scout, c'est quand même un truc super chouette, quoi. Et les gens, ils se disent, j'aurais aimé être scout, quoi. Ou alors, j'aimerais que mes enfants soient scouts et tout. Et ça, je trouve ça chouette parce que, c'est clair. Franchement, c'est ultime comme expérience. Bah ouais, j'imagine. Comment on peut rediriger les gens pour te retrouver le Drive tout nu Alors, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me chercher sur LinkedIn, Pierre Géroliria. Vous pouvez m'écrire sur pierre@ledrivetonu.com. Et sinon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ledrivetonu.com ou sur Instagram, le Drive tout nu, Facebook, le Drive tout nu. Twitter, on a un peu laissé tomber, c'est pas trop. Et LinkedIn aussi, on me poste quelques trucs un peu plus pro. Mais voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de partager dans la mesure du possible parce que, par exemple, pour la franchise, on a reçu plus de 1300 candidatures à la franchise. Wow. Et du coup, on a essayé, mais on ne peut pas répondre à tout le monde parce que même 5 minutes pour rédiger un mail de réponse, 5 minutes fois 1300, en fait, on ne s'occupe plus du Drive tout nu. Donc, du coup, voilà. Mais on ne vous oublie pas pour autant, on monte des choses, on construit des choses justement pour pouvoir pour aller être plus efficace potentiellement. Ouais, c'est ça, plus efficace dans les candidatures, dans le tri, etc. quoi. Ok, trop bien. Merci pour notre partage. Avec plaisir. Et merci à toi d'avoir pensé à nous. À bientôt, avec plaisir. Bye. Salut. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'épisode et le podcast, l'échange de manière générale, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes. En fait, cette action valorise mon travail parce que ça permet, algorithmiquement parlant, d'être plus visible. Voilà, clairement. Vous pouvez aussi vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite, donc celle sur laquelle vous l'écoutez, a priori. Et ce que je préférerais, au-delà de tout ça, c'est que mon podcast vous serve et vous en parliez à votre entourage, vos amis, vos proches, votre famille. Voilà, donc pour finir, si vous voulez aller plus loin sur Marc Alby de manière plus personnelle, je partage mes avancées, réflexions et apprentissages à travers des emails chaque lundi. Donc si vous souhaitez suivre mon aventure, il y a un lien dans la description de l'épisode, donc je vous laisse le regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.